Le bel Ucharinoff qui ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? Pendant 30 jours, le pays entier va chercher à me tuer. C'est dingue, non? Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast sur une grosse attente de cette fin d'année, je pense une des dernières, parce qu'après on est quand même mi-novembre et il reste plus beaucoup de films, peut-être encore un ou deux pour conclure cette année, peut-être Avatar. Logiquement, il y aura Avatar et il y aura peut-être Dossier 137. Voilà, c'est peut-être les derniers films où je ferai un petit podcast. Donc oui, grosse attente sur ce nouveau film dont on va parler. Et aussi quelques inquiétudes quand même. Je dirais pas que c'était une grosse inquiétude, mais quelque chose qui me paraissait un peu problématique sur cette, sur cette nouvelle adaptation. Sur cette nouvelle adaptation. Alors, aujourd'hui, on va quand même parler d'un auteur ultra reconnu. Auteur britannique, extrêmement adulé, qui est à la fois en fait justement énormément apprécié par beaucoup de fanatiques un peu du côté british, et extrêmement détesté par le ton et le côté stylistique qu'il a en fait. Même si je trouve que c'est vraiment un réalisateur assez singulier dans le cinéma, on va dire même moderne, mais depuis quelques années, depuis qu'il a commencé dans les années 2000, début des années 2000, un cinéma extrêmement explosif, qui a un talent inné surtout pour le talent de réalisation. Un talent de réalisation assez fou et lié aussi à son côté extrêmement technicien, très très expérimenté, parce que c'est un mec qui a toujours côtoyé énormément le montage. C'est un pro, c'est même un génie du montage et du rythme qu'il donne à ses films. Trêve de blabla quand même, on va parler d'Edgar Wright, célèbre réalisateur britannique, très connu par sa superbe trilogie Cornetto qu'il a sorti dans les années 2000, Scott Pilgrim, Baby Driver, Last Night in Soho, voilà, c'est à peu près tous les films qu'il a pu faire, qui cette fois-ci s'attaque en 2025 à un livre de Stephen King, un excellent livre d'ailleurs, que j'ai lu, j'en vous en parlerai un petit peu après, sorti je crois il y a un peu plus de 40 ans, en 1982. Ça remonte un petit peu, qui a jamais véritablement su briller à l'écran, malheureusement. Alors oui, il y a eu une adaptation qui est sortie en 1987, je l'ai pas vue, je vous préviens tout de suite, avec Arnold Schwarzenegger, je sais plus comment, je crois que c'était Paul Michael Grazer, j'ai peut-être une connerie, c'était lui à la réalisation. Donc oui, j'ai pas vu, mais j'ai pu voir quelques images, j'ai lu le livre après avoir vu ces images, j'ai vu quelques extraits, et ça m'avait l'air d'être quand même assez médiocre, ça avait l'air d'être assez nanardesque, et ça n'avait rien à voir avec le livre original. ça se voit tout de suite. Je pense que Stephen King a dû être bien content de voir la catastrophe qu'avait dû être ce film dans les années 80, qui était un espèce de film d'actionneur un peu con, et on mettait adapté du livre de Stephen King, mais ça n'a absolument rien à voir entre le livre et le film. Voilà. Quand tu vois les images extrêmement kitsch et de très très mauvais goût, presque cartoonesque, tu te dis ça n'a absolument rien à voir avec l'excellent livre de Stephen King, extrêmement sombre aussi, extrêmement désespéré. Donc non, on n'est pas du tout sur ça. Du coup, oui, en effet, il y a cette nouvelle adaptation qui sort, qui se voulait à la fois extrêmement fidèle et extrêmement prometteuse. Donc voilà, aujourd'hui, trêve de blabla, c'était juste pour parler un peu du projet vite fait. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle adaptation de ce livre de Stephen King. Aujourd'hui, nous parlons du film Running Man, réalisé par Edgar Wright. Je ne peux pas vous laisser gagner. Putain, c'était quoi ça? Bienvenue dans Running Man.
Alors, The Running Man ou Running Man en français, ça dépend en fait des titres qu'on donne à la fois aux États-Unis et en France. Donc c'est un film américano-britannique, logique parce que c'est quand même un film de gros studio, mais réalisé par un brillant réalisateur britannique, réalisé par Edgar Wright, hein, c'est un peu pour ça qu'on voulait voir le film. Il est bien évidemment adapté du super livre de Stephen King qui, voilà, à l'époque sortait en 1982, alors qui d'ailleurs a été, vous devez sûrement le savoir pour les grands fanatiques de Stephen King, qui à l'époque a été écrit sous pseudonyme, c'est-à-dire qu'il a écrit sous Richard Bachman, qui est le fameux pseudonyme qu'il avait donné à beaucoup de ses livres. Il avait écrit beaucoup de livres sous ce pseudonyme, je crois qu'il avait écrit Rage, Marche ou Crève, ou encore Blaze, enfin il en a écrit plein, j'ai jamais su pourquoi, est-ce que c'était parce qu'il voulait se donner un style ou parce qu'il en avait un peu marre d'être reconnu, et du coup voilà, ça c'était juste la petite anecdote. Donc oui, livre que j'ai lu, je vous en parlerai après, parce que c'est important de parler un peu du livre pour comprendre en fait un peu l'enjeu qu'avait cette nouvelle adaptation, parce que ça se voulait quelque chose d'extrêmement fidèle, on n'est pas du tout sur un remake du film des années 80, hein. On est sur une pure adaptation du livre de Stephen King. En termes de scénario, bah, le film est encore une fois écrit par Edgar Wright, je crois qu'il écrit tous ses scénarios, il faudrait que je revoie, et Michael Bacall qui avait déjà, je crois, collaboré avec Edgar Wright pour Scott Pilgrim. Déjà une adaptation, Scott Pilgrim, qui était une adaptation d'une bande dessinée ou d'un manga. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'était une bande dessinée ou un manga, enfin je sais plus. Mais du coup oui, voilà, c'est pas étonnant de revoir qu'on reprend l'un des auteurs qui avait collaboré avec Wright sur un travail d'adaptation. Alors c'est un film qui mélange plusieurs genres quand même. Alors oui, c'est un film de science-fiction quand on connaît le principe et le concept du film. C'est aussi un espèce de thriller et c'est surtout un gros film d'action. Le film se veut comme un énorme film d'action ultra explosif, ultra riche et ultra généreux, qui se veut aussi quelque chose de dystopique, mais on n'est pas véritablement sur un film de science-fiction, on n'est pas sur du cyberpunk non, on est sur quelque chose de assez réaliste, mais qui se veut extrêmement détendu, fun, mais aussi beaucoup d'action. C'est comme ça qu'a été prévu, qui a été vendu vraiment ce film quand vous voyez les bandes annonces, les images, les affiches, etc. Alors c'est pour ça aussi que c'est un film qui était quand même assez attendu, parce que c'est un film produit par la Paramount. Je me demande si c'est pas le plus gros cachet qu'a eu Wright sur un de ses films, parce qu'il a coûté de plus de 110 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, hein, mais bon, c'était un film qui est extrêmement attendu, il y a un gros casting, etc. Donc c'est pas un petit film, hein, ça fait longtemps que Wright s'est un peu sorti de son univers très indépendant britannique, hein. Ça fait depuis quand même 2-3 films où il commence à peser dans le game, il commence plus à s'américaniser aussi. Alors ça va être aussi un problème, un des vraiment problèmes que j'ai pu avoir avec ce mec. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un super réalisateur, j'en parlerai après. Mais voilà, donc je reviens sur le film. Donc le film sort le 19 novembre 2025 pour nous, en France, alors qu'aux États-Unis ils l'ont le 14 novembre. Voilà, nous on est toujours un peu avantagés parce qu'on l'a des fois une semaine voire 2 semaines avant les Américains. Bon bah cette fois-ci les Américains l'ont un petit peu avant. Enfin bon, c'est pas grave. Je sais qu'il y avait des avant-premières qui étaient sorties le vendredi 14 novembre, mais bon j'avais pas le temps. Casting notre film du jour, on a Glenn Powell qui reprend le rôle que tenait Arnold Schwarzenegger en 1987 dans le rôle de Ben Richards. Glenn Powell qu'on voit à peu près partout, hein, en ce moment, il a une carrière qui décolle assez haute, hein. On l'a vu dans Top Gun, on l'a vu dans Twisters l'année dernière, il y a eu Hitman, il y a eu le film aussi avec Sydney Sweeney là, donc voilà, le mec il est partout. On a Josh Brolin qui joue le rôle de cette espèce de patron un peu sadique, un peu vicieux, qui tient le rôle du patron de l'émission, du producteur et patron de l'émission Running Man. Autre acteur important, on a Coleman Domingo, qu'on a vu récemment dans un film qui avait été assez bien reçu, je crois, aux Oscars, et du coup il joue cette espèce de présentateur un peu timbré, un peu loufoque, qui présente l'émission Running Man. On le voyait déjà dans les bandes annonces. Et après on a d'autres acteurs assez importants. Alors là ils avaient pas été extrêmement mis en lumière sur les affiches ou sur les bandes annonces. On a Cathy O'Brien, on a Lee Pace, ou on a encore Michael Cera. Alors lui ici, Michael Cera, on le voit dans les bandes annonces, il a déjà collaboré avec Edgar Wright sur Scott Pilgrim, donc c'est pas étonnant de le revoir dans l'univers de Wright. Alors passons à l'histoire, nous sommes aux États-Unis, dans un espèce de futur proche, il n'y a pas véritablement de date précise, même si on sent qu'on est quand même assez proche de maintenant. Nous vivons dans un monde dystopique, complètement merdique, où en fait résonne
essentiellement la pauvreté et le totalitarisme. Hein. L'Amérique est devenue une dictature. Oula. Est-ce que ça fait un parallèle avec maintenant ? On ne sait pas. Bref, c'est un monde de merde, quoi, ou en tout cas un pays de merde, hein, on va dire ça comme ça. Et la seule source de divertissement à l'heure actuelle, pour pas avoir l'envie de crever dans ce monde pourri, c'est la télévision. C'est devenu le symbole même du divertissement et de la seule source qui fait vivre un peu les individus dans ce monde-là. Et dans cette télévision, il y a une émission télévisée où tout le monde la regarde non-stop. Elle s'appelle Running Man, ou en version française, j'ai pas très bien compris comment on la nomme en fait. En version française, on l'appelle la Grande Track, mais l'émission s'appelle Running Man. Bon, donc c'est un jeu télévisé numéro 1 aux États-Unis et qui consiste en quelque chose d'extrêmement sadique. Et vous allez voir, c'est pas si original que ça parce que beaucoup ont déjà pompé le concept. C'est un jeu de survie, voilà, un jeu impitoyable où en fait t'as des candidats volontaires qu'on appelle des runners qui doivent échapper pendant une trentaine de jours voire plus à des tueurs professionnels qui sont là pour les buter, voilà, pour les tuer, pour les traquer, et tout ça sous l'œil d'un public qui attend le moment fatidique où la mort se rapproche de plus en plus de ces runners. Et alors si ces candidats survivent, ce qui n'est presque jamais le cas, hein, vous vous doutez bien, vu qu'on vit dans un monde de pourris, ils vont toucher un petit pactole, un peu moins élevé, un peu plus, on ne sait pas. Et du coup, nous suivons le personnage de Ben Richards, qui est joué par Glenn Powell, qui décide en fait de candidater à ces sélections parce que il est dans une merde noire, il vit dans la pauvreté, il doit sauver sa famille, il a une femme et une petite gamine, et il a absolument que dalle pour les sauver de leur misère. Et du coup, il décide de presque de se sacrifier, quoi, et de sauver sa famille dans cette espèce dans cette merde. Et du coup, les jeux sont lancés, il est pris, et ça va être un bordel immense pendant 30 jours pour ce mec qui va être traqué dans tous les sens, tout le monde va essayer de le tuer, enfin bref, ça va être un sacré bordel, mais il sera aidé par la population qui est encouragée à la délation, on va dire ça comme ça. Et du coup, tous les moyens sont bons pour éliminer Ben Richards. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, vous allez voir que beaucoup de choses ont été reprises. C'est vrai que ce Running Man, c'était un peu les prémices de ce qu'on a pu avoir avec un Hunger Games, etc. Un Battle Royale, même si c'est assez différent. Mais on est sur ce concept la survie et la mort devient une source de divertissement. Et je pense que c'était un des prémices dans les années 80, surtout qu'à l'époque, les années 80, la télévision devient presque un moment de divertissement pour n'importe quelle personne. Ça devient la forme de drogue que nous on a actuellement avec les réseaux sociaux. Et du coup, oui, c'est pas étonnant, même si en effet Battle Royale c'est assez différent, mais il y a eu ces prémices de l'idée de la survie, en tout cas l'idée de la survie, mais qui est visionnée par le grand public parce qu'ils aiment la mort, parce qu'ils aiment l'envie de voir des gens mourir, etc. C'est extrêmement sadique, mais c'était un peu les prémices avec ce Running Man. Il y avait aussi eu Le Prix du Danger, un excellent film français. Du coup, oui, ce Running Man, il y a beaucoup de choses à dire, enfin il y avait beaucoup d'attentes sur ce nouveau projet. Premièrement, Edgar Wright, parce que Wright, il avait ce projet depuis assez longtemps quand même. Il voulait véritablement proposer une œuvre fidèle au roman de base. Je crois que c'était depuis 2017 qu'il avait cette idée, après avoir fait Baby Driver. Et oui, c'est pas surprenant de voir Edgar Wright, qui est quand même un réalisateur centré sur l'effet de tension, la vitesse, le rythme, la course-poursuite, le sentiment d'urgence. Se mettre à l'envie de proposer une nouvelle œuvre, une modernisation du roman original, parce que voilà, Edgar Wright, c'est un réalisateur de l'urgence, qui en fait, quand on voit tous ses films, on est sur un auteur dont on sent vraiment le plus grand ennemi. C'est un peu à l'image d'un Nolan, mais Nolan le fait assez différemment sur plus la question du temps qui passe. Lui, c'est vraiment cette idée d'urgence, cette idée d'alarme, mais aussi liée au temps, qui en fait le brouille dans à peu près toutes ses œuvres, mais dans un domaine un peu plus surréaliste qu'un Nolan. Vous vous doutez bien, c'est-à-dire que le concept du temps, tu le vois dans à peu près tous les films de Wright, que ce soit le concept de la menace de la mort avec les zombies dans Shaun of the Dead. Il y a cette idée de menace un peu de la secte avec la police dans Hot Fuzz. On a bien évidemment la fin du monde dans
dans comment on l'appelle, The World's End, le dernier pub avant la fin du monde. Scott Pilgrim, c'est un peu pareil parce qu'il y a un effet de temps, il y a ce côté un peu mythologique dans Scott Pilgrim, et Baby Driver, c'est un peu pareil avec le côté caisse de la banque. Donc voilà, en fait, tous les films de Wright se jouent sur la tension et l'urgence. Last Night in Soho, c'était un peu pareil aussi avec cette idée de menace fantomatique. Et oui, du coup, voir un auteur s'attaquer à une œuvre littéraire construit littéralement sur l'urgence et le temps, avoir l'envie d'adapter ce livre de Stephen King qui est construit essentiellement sur un effet de temps. Je ne spoil rien, mais c'est vrai que la manière dont est construit le livre de King, il y a un effet d'urgence et d'instantané qui est assez bien trouvé, je trouve. Et du coup, oui, Wright a enfin trouvé son nouveau terrain de jeu, on va dire ça comme ça, son mauvais jeu de mots, son nouveau terrain de jeu où il va pouvoir extrêmement reprendre tous ses codes, toutes ses peurs et tout ça mélangé dans l'action qu'il va mettre en place, parce que c'est un réalisateur de l'action. Je parle quand même d'Edgar Wright parce que pour comprendre un peu le film et pourquoi il était attendu, il faut aussi un peu revenir sur la carrière de ce grand réalisateur britannique. On va parler un peu d'Edgar Wright. Alors, Wright, c'est quand même actuellement un des réalisateurs d'action le plus sophistiqué. C'est quand même un des meilleurs réalisateurs d'action actuels, alors qu'il fait pas véritablement de l'action, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des chorégraphies de combat, etc., mais il a un pouvoir, il a le pouvoir le plus fort de donner un rythme à presque n'importe quelle de ces putains de scènes. À chaque fois, dans tous ses films, il va jouer sur le rythme, sur la composition. Alors, on va dire la composition musicale sur beaucoup de ses films comme Baby Driver, sur le montage ou encore la manière de mettre en scène le dynamisme. C'est un putain de winner sur ça. Et actuellement, c'est un des auteurs les plus forts au niveau de son action et même au niveau de son scénario, parce qu'il a su très bien à l'époque écrire des scénarios super intéressants qui mélangeaient extrêmement bien le drame et la comédie, parce que ça reste quand même des films comiques, beaucoup des films d'Edgar Wright, mais sans jamais tomber dans quelque chose de ridicule ou de kitsch. Il y avait toujours ce côté extrêmement on va dire sérieux, tout en mélangeant le fun, et ça c'est assez rare de voir un mec qui arrivait assez bien à mélanger ces deux genres qui sont très compliqués. J'ai envie de vous dire, c'est le style britannique, voilà, l'humour est un peu plus on va dire que l'humour est un peu plus subtil et sophistiqué que l'humour américain parce qu'il est britannique. Mais alors attention, pour moi, il y a eu un avant et un après Edgar Wright. Et je pense que c'est un peu Scott Pilgrim qui a fait un peu basculer le changement qu'il a pu opérer. Alors attention, c'est pas un changement de fou, c'est-à-dire que je suis pas passé d'un mec que j'adorais à un mec qui m'a déçu. Non, c'est-à-dire que pour moi, Scott Pilgrim, quand il sort, c'est-à-dire en 2010, ça a été un peu la transformation de Wright vers son cinéma un peu plus fantasmagorique, un peu plus stylistique, et un peu plus américanisé aussi, parce que quand on repense à la trilogie Cornetto, on pense surtout à quand même des purs films britanniques anglo-saxons sur les acteurs, Simon Pegg, Nick Frost, etc. Je crois que tous les films se passaient en Angleterre. Quand il commence avec Scott Pilgrim, on sent un changement volontaire de aller vers le cinéma américain, ce qui n'est pas du tout une mauvaise idée et ce qui a même fait beaucoup de très bons films, On reviendra sur la carrière d'Edgar Wright, mais malheureusement tu sens aussi une volonté de proposer des scénarios un peu moins forts, un peu plus clichés, un peu moins bien développés. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins forts et on est plus sur une volonté d'en mettre plein la vue à au spectateur, même si je trouve que pour moi il a jamais fait un mauvais film. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, et c'est pour ça que je préférais toujours le début de carrière d'Edgar Wright, même si j'aime beaucoup les derniers films qu'il a fait, comme Last Night in Soho, etc. Mais voilà, il y a eu un basculement dans sa carrière, mais qui n'est pas déplaisant, parce que je trouve qu'il a eu une assez belle évolution, et ça se voyait justement dans ce Running Man. Mais bon, voilà, il y a ce travail du scénario qui était moins présent, moins subtil, moins bien ficelé, malheureusement, plus en lien avec le côté du rythme de la réalisation, qui est quand même extrêmement... qui est vraiment très très bonne, quoi. Malgré le manque de développement sur certains personnages qui est un peu léger, quoi. Bon, on fait rapidement un retour sur sa carrière. Heureusement, il a pas fait des dizaines de films, il en a fait 5, 6, 7, un truc comme ça. Shaun of the Dead, pour moi c'est super, c'est génial, c'est un film qui a remodernisé le genre du zombie, mais de fou furieux. Il a réussi à faire quelque chose de cool, de dramatique, de fun, et mais d'extrêmement bien construit. Enfin vraiment, c'est à l'heure actuelle un des meilleurs films de zombies qui a été fait avec 28 jours plus tard. Enfin, la manière dans les années 2000 de remoderniser le zombie, je trouve que c'était
excellent. Il y a ce côté british qui caractérise tout le cinéma d'Edgar Wright, enfin la première partie d'Edgar Wright. Mais bon, moi je trouve que Shaun of the Dead c'est super, c'est un des vraiment films de zombies que j'adore me remater parce que je trouve que c'est génial, je trouve qu'il n'y a rien à acheter. Pour moi c'est vraiment un film parfait de zombies. Hot Fuzz, c'est la confirmation du talent qu'a vraiment Edgar Wright pour concevoir un scénario extrêmement bien ficelé et proposer une action défoulante vers les 30 dernières minutes. C'est génial, c'est extrêmement bien réalisé, l'histoire est super cool. Il y a ce côté british qui garde, etc., tout en proposant un film d'enquête vraiment bien construit. Pour moi c'est son meilleur film, je vous le dis tout de suite. Au niveau de l'action, il n'y a jamais eu meilleure action que celui-ci. Niveau de personnage, etc., pour moi c'est excellentissime, vraiment. C'est vraiment le film de la confirmation du talent qu'a Edgar Wright. Et ensuite il y a eu Scott Pilgrim. Alors Scott Pilgrim, bon, c'est le début du changement, un peu maladroit, que j'ai pu avoir avec Edgar Wright. Et d'ailleurs, c'est le film que j'aime le moins de sa carrière. Mais alors ça, c'est... Bon, déjà, ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, c'est le dernier film que j'ai vu de lui. Je l'ai vu extrêmement tard, je crois que j'ai dû le voir il y a 2 ans. C'est le dernier film que j'avais pas vu de sa carrière. Et deuxièmement, donc en fait, je trouve que c'est un peu moins bien par rapport à des films comme la trilogie Cornetto, comme Last Night in Soho, comme Baby Driver. Je trouve que c'est vraiment le plus faible, même si la réalisation est plutôt, encore une fois, très bonne. Au niveau scénario, c'est celui qui... où je me dis, ouais, c'est un peu cucu, quoi. Et deuxièmement, c'est adapté d'une BD, je crois, ou d'un manga. Donc peut-être que je suis pas la cible, et peut-être parce que j'ai pas lu l'œuvre originale. Et peut-être que je suis un peu vieux, mais je trouve le film un peu cucu sur plein d'aspects. Je trouve que le film fait un peu film d'ado, un peu rebelle. Et peut-être que pour moi, je suis trop vieux pour ce genre de conneries. Alors peut-être qu'à l'époque, le film fonctionnait, et peut-être que oui, il y avait ce côté rebelle et punk. Edgar Wright, on en parlera après, parce que c'est quand même un cinéaste de punk, un peu, hein, de mec qu'on voit chier tout, c'est un pur rebelle. Après, ça reste un film cool, je pense que vraiment, je pourrais me le remater, je vais trouver que le film est sympa, etc. Mais... bon, je trouve que c'est son film le plus flemme, malheureusement. Alors certains trouvent que c'est le meilleur film qu'il ait fait. Pas véritablement, mais est-ce que parce que moi j'ai un peu vieilli, je suis moins fan, je trouve que ça fait un film un peu plus ado. Et le fait aussi que pour moi les autres films qu'il a fait avant sont vraiment géniaux. Donc voilà, c'est un peu cette transformation qui va se confirmer un peu avec alors le dernier pub avant la fin du monde, mais je préfère dire The World's End en version originale, dernier opus de la trilogie Cornetto. Et bon, tu vois que après les 2 premiers films, tu vois que niveau scénario c'est le plus faible des 3. C'est un peu plus, bah oui, c'est le plus faible de la trilogie, bien évidemment. Alors il y a des moments un peu bizarres, un peu loufoques, et le film traîne un peu en longueur. Je pense que c'est le film le plus long de la trilogie. Mais bon, si on oublie que le scénario des fois part un peu dans tous les sens, genre la fin, et je trouve que l'espèce de climax et le déroulement de la fin est un peu bizarre, mais bon. Mais après, si on oublie, voilà, beaucoup de maladresse dans le scénario de Wright, bah c'est le film le plus cool de la saga quand même. C'est extrêmement bien réalisé. C'est un pur film de défouloir. Je crois que c'est vraiment le film le plus jouissif de la trilogie. C'est un film de punk. Alors comme je l'ai dit, pour moi c'est un cinéaste de punk, vraiment c'est un truc de ouf. C'est vraiment un cinéaste rebelle. Et alors celui-ci c'est vraiment tout ce qui caractérise le côté punk et le côté je m'en foutiste de Edgar Wright, quoi, avec le personnage de Simon Pegg qui est un espèce de vieux rocker un peu qui a pas grandi, qui est resté le même gamin. Et c'est ça, c'est ce qui est vraiment intéressant dans The World's End, c'est que c'est un côté très nostalgique et très mélancolique sur le passé, sur comment a pu être Edgar Wright à l'époque où il travaille sur ses premiers projets avec Simon Pegg, etc. Parce pour moi c'est une collaboration de longue date, ils ont toujours travaillé ensemble, ils sont ses 2 meilleurs potes. Et c'est vrai que il a un peu canalisé toutes ses peurs et tous ses regrets à travers le personnage de Simon Pegg dans The World's End. Et je trouve que voilà, pour moi le dernier peu à la fin du monde, je trouve que ça reste quand même un film très cool, très sympa, mais ça tire en longueur. Pour moi il est un peu trop long. Et c'est pas le meilleur de la trilogie, mais je pense que voilà, tout le monde sera un peu d'accord. Pour moi ça reste quand même une trilogie de fou. Moi je trouve que c'est vraiment génial. Voilà, après c'est un tout petit peu décevant, mais moi j'aime quand même revoir le dernier peu avant la fin du monde. C'est quand même très très cool, quoi. C'est quand même très cool. Il y a ce côté très mélancolique qu'il met à la fin de son film, et voilà, je trouve que ça fait quand même une belle conclusion de saga. Et alors j'allais parler de Baby Driver, mais il faut quand même on avait quand même oublié de parler d'un film ultra important, le projet Ant-Man. J'en parle rapidement parce qu'on n'en connaissait pas grand chose, mais Wright s'est fait dégager pour
s'est fait dégager comme un malpropre sur le projet Ant-Man où il avait énormément bossé dessus. Et d'ailleurs, il y a des pistes et des petits indices qui sont restés dans le film Ant-Man. C'est pour ça qu'il est pas si catastrophique que ça, ce film Marvel. Mais voilà, divergence créative, artistique, etc. Ce qui fait qu'il a jamais pu concrétiser son projet. Je pense que ça aurait été très très cool de voir Edgar Wright sur un film Marvel et sur un film de super-héros Ant-Man. Il l'avait déjà fait avec Scott Pilgrim. Voilà, il s'est fait dégager par un malpropre et j'avoue que je déteste un peu le film Ant-Man parce que ils ont dégagé un réalisateur qui était extrêmement talentueux comme Wright pour donner le réalisateur le plus yes man et le plus nul qui est Peyton Reed. Voilà, ça m'énerve un petit peu, mais voilà, il y a eu ce projet Ant-Man, il fallait un peu en parler. Heureusement, il est revenu avec un projet hors du commun, avec son Baby Driver, qui est souvent considéré comme son chef-d'œuvre, sa pépite. Alors, Baby Driver, pour moi, il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts sur Baby Driver. Déjà, il y a un problème au niveau de son rythme. Alors, je dirais pas son côté rythmique, non, c'est toute la force du film, mais le côté que le film est en dents de scie sur certains moments, certains passages où en fait tu comprends pas trop la construction que voulait faire Edgar Wright sur son scénario. Je trouve qu'il y a vraiment des moments où il aurait pu dégager des scènes, ça sert à rien. Donc je trouve un peu le film long et il y a aussi plein de problèmes au niveau du scénario que je trouve assez cucu. Cette histoire d'amour, je trouve ça un peu adolescent, et de toute façon je suis pas le premier à critiquer, hein. On a toujours dit que Baby Driver a quand même un scénario un peu pété. Je trouve aussi que certains personnages comme le personnage principal de Ansel Elgort, pour moi c'est un acteur qui a pas beaucoup de charisme et je le vois pas, enfin bon, lui dans le rôle, on aurait pu trouver bien meilleur. En fait, ce qui est con, c'est que dans Baby Driver, les meilleurs acteurs sont ceux qui sont secondaires. Jamie Foxx, Kevin Spacey, John Hamm, John Berthold, ils sont tous géniaux, mais alors l'acteur principal est nul. c'est trop con. En fait, Edgar Wright, il a un casting de second rôle incroyable et il décide de prendre un acteur principal le plus inintéressant. Bon, d'accord. Donc oui, bref, le scénario, il est pas ouf, l'histoire de romance, elle est un peu cucu, voilà, il y a des moments, le film est un peu long, mais si on accepte tout ça, si on accepte que oui, le film a énormément de défauts au niveau scénario, c'est quand même le film le mieux réalisé qu'a fait Edgar Wright. C'est un des meilleurs films sortis encore à ce jour en termes de réalisation, d'action, de presque de... Comment on pourrait dire ça, ouais, c'est un film extrêmement jouissif. C'est un des meilleurs films réalisés encore actuellement. Sur l'action, la réalisation, il y a ce côté incroyable sur le montage et la musique. C'est un pur film de mélomane. C'est-à-dire que Edgar Wright, on savait que c'était un kiffeur de musique à la Tarantino, mais là, il te l'exprime d'une manière où, ouais, putain, t'as envie d'être comme lui, quoi. Tu kiffes vraiment ton moment. Tu sens que c'est un film où il s'est kiffé à le faire. Alors, c'est pas pour moi son meilleur film parce que je trouve que voilà, au niveau du scénario c'est un peu pété, mais alors au niveau technique il y a absolument rien à dire, c'est brillant, c'est voilà, il a un montage, enfin il y a un travail sur le montage qui est exceptionnel et ça fait un film d'une jouissance, quoi. Tu ressors de là, t'as la pêche, quoi. C'est un pur film qui te fout la pêche, quoi. Et c'est pour ça que je vous disais que ouais, depuis Scott Pilgrim il y a un moins bon travail de la part de Wright sur ses œuvres, et c'est vrai que quand il passe sur quelque chose de plus américain, on le ressent un petit peu plus, quoi. Donc oui, pour moi Baby Driver c'est un film extrêmement cool, c'est extrêmement bien réalisé, c'est un pur shoot d'adrénaline avec une action de fou furieux. Il y a un travail de fou sur le montage, etc. Voilà, il y a des playlists musicales assez folles, hein, c'est un pur mélomane. Mais voilà, c'est une claque techniquement, mais c'est pas le meilleur film qu'il a réalisé, lié justement à un scénario un peu bancal et un peu pété. Voilà, mais je trouve que ça reste quand même un film assez cool, quoi. Et il y a eu Last Night in Soho, le dernier film qu'il a réalisé actuellement. Et bah, Last Night in Soho, je m'attendais à rien. Parce que là, Edgar Wright changeait complètement de bord. Et putain, j'ai été giga surpris. Je crois que c'est un des meilleurs films qu'il ait jamais fait. Un pur film d'horreur, thriller parano. Genre un film d'horreur d'Edgar Wright, sans déconner. Et en fait, il sort complètement de sa bulle pour proposer presque une espèce de dialogue un peu italien, quoi. Ce côté très horrifique, très aussi esthétique. C'est un film extrêmement beau sur la réalisation, sur les plans. Je crois que c'est le film le plus beau qu'il ait jamais réalisé. En plus, il y a une réalisation beaucoup plus fluide dans un certain sens, mais surtout beaucoup moins, comment on pourrait dire ça, beaucoup moins explosif. On est quand même sur une réalisation un peu plus structurée, un peu plus fluide, mais je trouve que ça lui va très très bien. C'est-à-dire que là, il s'est un peu calmé, il est parti de son côté un peu rebelle, un peu sagosse, pour exprimer quelque chose de plus subtil, de plus sur maturité. Je crois que c'est un des films
vraiment, je crois que c'est un film un peu de la maturité. Je déteste dire ce terme, mais c'est vrai, quoi. On aime bien dire ça pour certains auteurs, mais c'est un des films de la maturité d'Edgar Wright. Alors c'est vrai que quand tu vois qu'il va passer de ça à Running Man, tu te dis oula, il a un peu évolué, mais il est revenu un peu sur son côté sale gosse, quoi, avec Running Man. Bon, en tout cas, vraiment, Last Night in Soho, c'est une super surprise. Je trouve que c'est extrêmement bien. C'est une petite tuerie. Alors je crois que le film avait flop à l'époque parce que personne s'attendait à ça. Pourtant, il y avait un casting de fou, Anya Taylor-Joy, etc., Matt Smith. Mais c'est vrai qu'on n'attendait pas vraiment Edgar Wright et il est un peu passé sous silence, malheureusement. Mais pour ceux qui adorent Edgar Wright et qui n'ont pas vu ce Last Night in Soho, bah moi je vous le conseille véritablement. Je trouve que le gros problème du film, c'est encore une fois, ça c'était aussi le problème qu'avait Baby Driver, c'est sa construction du rythme. Je trouve que le film dure 2 heures et quelques. Je crois que même il dure un peu plus de 2 heures. Je trouve que ouais, il y a peut-être 30 minutes où ça prend du temps à démarrer. Le film prend un temps monstre à démarrer, même si c'est extrêmement bien réalisé, tu sens qu'il y a un travail de fou techniquement. Oh putain, ça prend du temps à démarrer parce que je crois que le personnage d'Anya Taylor-Joy commence à intervenir à peu près à 45 minutes de film. Mais oui, si on oublie le côté un peu rythmique qui sont un peu les gros points faibles qu'a Wright depuis quelques années, je trouve que oui, c'est quand même un très très bon cru et un film un peu sous-estimé de sa carrière. C'est le film le plus sous-estimé et je préfère de loin, je préfère quand même un Last Night in Soho qu'un Baby Driver. Je trouve qu'on a fait un peu trop sur Baby Driver et un peu pas assez sur un Last Night in Soho qui est pourtant très très bon et je crois que c'est un de ses meilleurs films depuis Le Dernier Pub avant la fin du monde, quoi. Et bah du coup on se retrouve en 2025 avec ce projet, cette nouvelle adaptation de Running Man et non un remake. Ça faut le dire, il l'a dit plusieurs fois Edgar Wright, c'est important de le signaler, ce n'est absolument pas un remake du film de 1987, c'est une pure réadaptation ou adaptation du livre original de Stephen King. Et du coup, je vais vous parler des attentes, mais voilà. Même si j'ai pas vu le film de 1987, je vous l'avais dit, ça me tentait absolument pas. Je parle juste rapidement du livre, parce que voilà, j'ai parlé de Wright, et il faut aussi parler un peu du livre. Alors je l'ai pas sur moi, je vais vous montrer une affiche, malheureusement. Mais pour moi, là aussi, j'ai été extrêmement surpris. J'aime beaucoup ce que fait Stephen King en règle générale, mais je m'attendais à quelque chose de plus fun, de plus cool, de plus détendu. Non, grosse surprise, parce qu'on est sur un livre extrêmement désespéré, extrêmement sombre, comme beaucoup d'œuvres de Stephen King, très radical, très jusqu'au boutiste. De toute façon, je vous conseille de lire Running Man parce que pour moi, c'est un très bon livre qui est assez court quand même, hein. Il fait moins de 300 pages et comme ça vous met à jour sur vous lisez le livre avant de voir le film, c'est ce que je fais souvent. Et du coup oui, je l'ai lu il y a quelques années et ouais, très très bonne surprise, même si en effet c'est pas non plus le meilleur livre de King parce que le côté un peu jeu de survie télévisé, etc., on l'a déjà vu. Il y a eu le film Le Prix du Danger qui était passé à l'époque, Le Prix des Dangers qui est déjà une adaptation, enfin voilà, il y a eu plusieurs emmerdes justement dans les années 80 parce qu'il y a eu des problèmes de droit. Il y en avait un l'auteur du Prix du Danger avait critiqué King, qui aurait un peu pompé sur le livre, etc. Bon bref, c'est assez compliqué, mais du coup oui, il y a eu le livre de King, mais du coup oui, il y a une tournure du livre qui est vraiment intéressante, donc je vous conseille tout de même, si vous êtes amateur de lecture, vous lisez-le avant de voir le film, ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille plus le livre que le film, voilà, moi je vous le dis. Et du coup oui, il y a un peu très bon livre, un peu sous-estimé quand même de la carrière de King. Je reviens sur le film dont on va parler parce que là je commence vraiment à parler pendant 3 plombes pour rien. Du coup ouais, cette nouvelle adaptation de 2025 semblait vraiment être l'adaptation purement et simplement du livre original de 1982 et non un énième film d'actionneur un peu film d'années 80, gros muscles à la Schwarzenegger. Non, on n'est pas du tout sur ça, quoi. Et bien évidemment, le fait que c'est Edgar Wright qui réalise, on se sent quand même une plus grande confiance que si on prenait un Yes Man pour faire une adaptation comme on a pu le faire trop souvent sur beaucoup de livres de King, quoi. On a un pur auteur derrière, il avait souvent dit qu'il voulait respecter l'œuvre originale et ça se sentait dans les bandes annonces. Et vu que il a toujours eu cette patte aussi assez politique quand même, Edgar Wright, on sentait une volonté un peu, une satire politique, disons-le, surtout maintenant avec ce qui se passe aux États-Unis. C'était une pure satire politique assez violente sur la politique un peu totalitariste, le monde des médias aussi, et de la télévision. Alors
fallait aussi savoir comment Wright allait justement un peu remoderniser, parce que le livre date de 82, donc il a plus de 40 ans. Comment il allait le mettre au goût du jour, parce que là on est plus sur les réseaux sociaux. Comment il allait parler de ces nouveaux médias qui nous influencent, qui font presque, qui nous construisent, qui transforment nos vies pour le meilleur et pour le pire. Comment en fait il allait pouvoir moderniser un livre qui a plus de 40 ans mais qui parle quand même encore actuellement sur ce que font les médias, mais parce que la télévision c'est bien plus que les médias, hein. Ça peut être les réseaux sociaux, la presse, etc. Donc voir comment Edgar Wright allait remoderniser ce livre, c'était extrêmement intéressant. Et tout ça, ça donnait quand même extrêmement envie, parce qu'on voyait le côté extrêmement rebelle et punk qu'il reprenait justement Edgar Wright après cette petite interlude de Last Night in Soho. On voyait le côté un peu sagos qui remettait, le côté course-poursuite qu'on n'avait pas vu depuis Baby Driver. Donc oui, c'était un film fait pour lui, quoi. Même si on était plus sur un blockbuster gros studio, hein, c'est un film Paramount, mais et le film paraît un peu plus américain, grosse brute, que véritable British style, un peu. On n'est plus du tout sur cette période là. Donc ça aurait pu m'inquiéter, mais après je me dis faut bien que Wright évolue, et de toute façon Running Man c'était obligé que ça soit quand même une œuvre assez importante, et il fallait un peu avoir du budget pour adapter le livre de King. Et une autre chose qui m'inquiétait un peu, c'était un peu il y avait 2-3 choses qui m'inquiétaient. Il y avait le ton un peu du film qui se voulait peut-être un peu trop cool, un peu trop détente, humoristique, que je trouvais beaucoup trop présente dans les bandes annonces. Mais après là aussi ça peut être un double tranchant, parce qu'on sait très bien que quand tu lis le livre, il y a ce côté extrêmement humoristique, mais lié justement à l'émission de télévision qui se veut extrêmement délirante et cool, et c'est ce qu'on voit à travers le personnage de Coleman Domingo qui joue le présentateur. Donc là aussi ça peut être juste une fenêtre une fenêtre de l'image que renvoie le film, et qui n'est pas forcément ce qu'il va être. C'est d'ailleurs les premières critiques qui disaient: ne vous inquiétez pas, si vous pensiez que Running Man était un film d'humour, un film humoristique, vous allez tous vous planter, parce que c'est un film extrêmement sombre et bien plus mélancolique qu'il y paraît. Donc là aussi, je pense que mes inquiétudes pouvaient se transformer en quelque chose de plus rassurante. Et l'autre problème, mais alors là aussi c'est peut-être moi qui me fais qu'une idée fixe, c'est un peu l'acteur principal. Glenn Powell dans le rôle de Ben Richards. Alors c'est pas que j'ai aucun problème contre ce mec, parce que j'ai vu très peu de films avec Glenn Powell, mais je trouve que ce mec, il a plus une tête de gars à être un peu le gars goofy, un mec qui fait des blagues, un peu le sidekick rigolo, tu vois, le mec qui fait des vannes, etc. Mais je le vois pas trop dans des rôles sérieux, malheureusement. Alors aussi, je n'ai pas vu beaucoup de films avec Glenn Powell. J'ai dû voir Top Gun, je crois, et je crois que c'est tout. J'ai pas vu Hitman ni Twisters, etc. Après, il y en a qui disent que c'est justement la force de ce mec, c'est d'arriver à la fois à jouer le rôle très dramatique et sérieux, et le côté détendu, délirant. Mais c'est vrai que quand je vois sa gueule à ce mec, j'ai vraiment l'impression d'un mec qui était fait pour l'humour, mais pas véritablement pour le pur film d'action. Après voilà, c'est des inquiétudes, j'espère ne pas être trop déçu, ou justement être assez surpris par le résultat final. Et je voyais pas trop l'acteur dans le rôle de Ben Richards, qui est un mec... En fait, ce qui est bien, c'est que le personnage de Ben Richards dans le livre, il a ce côté un peu dévergondé, un peu farceur, mais on comprend très vite que le personnage va de plus en plus sombrer dans la folie et dans la violence, et ça va même aller jusqu'à assez loin par des scènes que je vous décrirai pas, mais qui sont complètement lunaires, et ça c'est en lien aussi au climax du livre qui est génial. Et d'ailleurs c'est pour ça que ça me faisait un peu peur, c'est parce que j'ai vu une scène de la bande-annonce qui est directement en lien avec une des scènes finales du film, et je me suis dit oula, alors comment ils vont faire? Du coup je me fais un peu spoiler, mais oui, du coup il y a une scène ultra importante, je vous dirai rien, qui est dans la bande-annonce, et c'est une des scènes finales du livre. Je me dis oula, alors comment ils vont faire ça? Est-ce qu'ils vont complètement changer le côté extrêmement radical du livre, ou alors est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Et alors là je serais sur le cul s'ils adaptent de A à Z, un peu comme ce qu'a pu faire Guillermo del Toro avec le récent Frankenstein. Donc voilà, encore une fois, c'est que des théories, c'est pas véritablement ce que je peux penser c'est pas ce que je vais penser du film en règle générale. Mais oui, le personnage de Ben Richards, je voyais plus un Tom Cruise à l'époque, qui aurait pu justement extrêmement bien mélanger le côté fun et extrêmement dramatique. Wright a choisi Glenn Powell, pourquoi pas, de toute façon, et en plus il est à la mode, quoi, donc pourquoi pas. D'ailleurs ils ont travaillé ensemble, collaboré ensemble, Tom Cruise et Glenn Powell, donc voilà, comme ça fait le lien.
Bon bref, du coup, après avoir parlé trop longtemps d'un film dont je n'ai, voilà, sans jamais parler de la vie, du coup, ce Running Man, je l'attendais beaucoup, mais j'avoue que voilà, j'avais quelques réticences sur certains points qui pouvaient un peu faire regretter le résultat final et la tournure que voulait justement prendre le film, quoi. Donc oui, le film sentait quand même bien meilleur que le film de 1987, mais est-ce que pour autant c'est l'adaptation qu'on attendait du livre de Stephen King? Je vais revenir. Et je réduirai cet immeuble en cendres. Je vous le promets. Voilà, c'est ça l'esprit. Eh bien écoutez, j'ai l'impression que beaucoup ont été déçus sur ce film, après quelques jours où le film a pu être quand même assez diffusé en avant-première, etc. Certains ont même en fait pas du tout retrouvé le côté action et rythmique de l'univers Edgar Wright. Moi je vous avoue que je suis assez satisfait en globalité je suis assez satisfait du film. Alors attention, le film est loin d'être parfait, il y a beaucoup de problèmes au niveau scénaristique déjà, mais au-delà de ça, je trouve que le film reste quand même assez fun, extrêmement fun, assez jouissif. C'est quelque chose, en fait, ça fait partie, dans un certain sens, d'un ancien cinéma. On sent véritablement à travers ce film qu'on voulait revenir sur quelque chose de plus à l'essentiel, de moins film blockbuster hollywoodien de maintenant. On sent une volonté de proposer quelque chose au niveau de l'action d'assez de plus film ancien, on va dire ça comme ça. Mais les bons films d'action anciens, ceux où il y avait énormément de travail au niveau de la réalisation, comment mettre en scène l'action, comment donner du rythme et du dynamisme. Ce que fait Edgar Wright depuis des années, mais j'avoue que c'est un des seuls mecs qui a encore cette volonté de rebasculer dans ce cinéma un peu, même totalement mort, on va dire ça comme ça, qui a été pollué justement par le cinéma plus, tout simplement plus numérique. Et c'est assez intéressant de voir ça à travers ce film. Et c'est étonnant à quel point en fait le film est à la fois un pur film à la Wright, à la Edgar Wright, avec de l'action, avec beaucoup de côtés jouissifs, etc. Mais il est aussi assez différent dans sa carrière, j'ai envie de vous dire. Il y a encore le côté, on va dire, sale gosse et punk qu'il a depuis qu'il fait des films, mais c'est plus aussi lié au personnage de Ben Richards, qui est joué par Glenn Powell, qui a une espèce de fureur de vivre, une fureur de vaincre, voilà, dans sa lutte contre pour la survie, quoi. Donc on va revenir sur tout ça, mais voilà, si vous voulez mon avis général, au bout de plus de 40 minutes de vidéo, ce nouveau film de Edgar Wright, cette nouvelle adaptation, c'est vraiment bien, c'est vraiment plutôt bon. C'est pas le meilleur film de l'année, c'est pas non plus le meilleur film de Edgar Wright, mais c'est loin d'être son film le plus c'est loin d'être son plus mauvais film. Bon, déjà j'ai envie de vous dire, il a pas véritablement fait de mauvais films, il y a des films que j'aime moins. Celui-ci, il se positionne plutôt dans la bonne qualité, quoi. Je pense même que je préfère ce Running Man à Baby Driver, étonnamment, parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans Baby Driver, mais d'autres choses dont je suis vraiment pas fan. Mais je vous avoue que ouais, je pense avoir préféré même Running Man à Baby Driver. Bon, en fait, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que Wright, et ça c'est vraiment bien, et c'est là où en fait je vois qu'il y a véritablement une évolution après Last Night in Soho. Il a réussi à mélanger à la fois le meilleur de son début de carrière, avec la trilogie Cornetto, etc. Tout en gardant le côté punk, justement, de ses premiers films, le côté rebelle, mais tout en gardant en fait une structure assez mature et assez sage. C'est vrai que beaucoup, justement, ont critiqué ou ont été déçus du film de Wright parce que son cinéma était peut-être trop sage. Mais en fait, c'est même pas ça le problème, je trouve que c'est même la force du film. Il garde en fait le style action rythmique ultra vénère qu'il avait dans à peu près tous ses films. Tout ce qui est avec beaucoup je vais pas dire que c'est un film furieux, mais je vais dire que oui, il y a ce côté colérique, il y a ce côté presque dynamique, presque explosif, quoi, qu'on avait chez Wright. Et en fait, ça crée un très beau mélange entre le côté sérieux, encore une fois, que veut mettre en place Wright, et ce mélange un peu plus détendu, mais je vous dis tout de suite, on n'est pas du tout sur une comédie. Donc déjà, une chose où je craignais pour le film, alors pas du tout. Vous allez voir après que le film est loin d'être un film gaguesque, etc. Tout autant que le personnage, j'en parlerai après.
Mais voilà, premièrement, la grosse force du film, c'est sa direction artistique. En effet, en fait, c'est un film extrêmement beau. Déjà, visuellement, c'est un film qui est beau. C'est un film qui a énormément de gueule. Je crois même avec le Frankenstein, c'est peut-être les films les plus beaux que je peux voir cette année. Enfin, surtout quand on voit les autres films à côté, c'est vrai que voir deux films avec une si belle plastique, bon, sauf qu'il y en a un qui a été produit et financé par Netflix et l'autre qui doit sortir au cinéma. Et aussi parce que c'est quand même deux auteurs ultra reconnus, quoi, Del Toro et Wright. Mais oui, vraiment, c'est un film qui est extrêmement beau. Tout est vraiment détaillé, enfin tout est vraiment super. Le film en fait a une plastique que je vois rarement dans les films de maintenant, sûrement lié justement au talent de réalisation et la volonté artistique de Wright, hein, encore une fois. On est loin d'avoir quelque chose de fade. On a beaucoup de super décors aussi qui ramènent justement à ce côté fantastique, dystopique. Elle est là, elle est réussie et elle est vraiment présente. Tu vois véritablement que Wright et toute son équipe en fait, ils ont vraiment fourni un travail impressionnant à la fois sur le côté dystopique que Wright a envie de rendre à l'époque, lié à ce qu'avait fait King dans son livre. On le sent véritablement, cette espèce d'Amérique 2025, parce que de base le livre se passe en 2025, sauf qu'il a été écrit en 1982, sûrement pour ça que Wright a décidé de le sortir cette année. Enfin voilà, c'est vrai que c'est assez drôle quand même que l'histoire se passe sûrement en 2025 dans le film, on ne le dit pas, mais le film sort la même année, donc c'est assez cool. Mais voilà, oui, il y a ce mélange aussi dans la direction artistique de ce côté à la fois moderne et à la fois plus rétro, à l'image des bagnoles par exemple. Quand tu vois les voitures, tu vois qu'il y a un travail qui a été fait et c'est pas véritablement des voitures volantes, etc. Il y a le côté science-fiction, mais il y a aussi le côté rétro pour sûrement rendre hommage au livre qui se passait en 1982, donc c'est aussi un hommage aux années 80 tout simplement. Beaucoup de descriptions sont liées au code des années 80, ce qui peut expliquer une espèce de dichotomie qui est vraiment bien trouvée et je trouve a pleinement sa place dans ce type d'ambiance, ce type de film, et en plus ça crée un mélange de genres qui est vraiment plutôt pas mal. Alors c'est pas non plus de la science-fiction, hein, on est vraiment pas sur ça, on est plus sur le côté dystopique, mais voilà, il y a cette volonté de rendre cet univers vraiment palpable et authentique, loin d'être désincarné, hein. Tout est vrai, tout semble vrai, en fait t'y crois vraiment, et ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça dans un film. On te fait croire, au-delà des drones, etc., au-delà de tout ce qui peut te faire passer par quelque chose de dystopique avec la science-fiction, etc., il y a vraiment un travail sur à peu près tous les décors, même chaque élément, même les trucs les plus minutieux, tu le crois. Ça me rappelle vraiment à une époque Total Recall, mais le film de Paul Verhoeven, ça m'a rappelé beaucoup ça, étonnamment. En fait, le film, c'est presque l'anti-Chien 51. Vous avez vu, j'avais fait à l'époque un podcast sur, à l'époque, il y a je sais plus, il y a un mois à peu près sur Chien 51 qui pour moi ne proposait absolument rien d'intéressant. Tout était pour moi désincarné et absolument nul, il n'y avait aucun travail de fait. Alors désolé, c'est un film français, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce que peuvent faire les Américains ou ce que peut faire Wright. Pour moi, il n'y avait aucun travail de SF dans le film. Et ici, pour moi, c'est tout l'inverse. Et même récemment, je trouve, sur d'autres films, même américains, je repense à Mickey 17, le film de Bong Joon-ho. Dans sa direction artistique, je trouvais que c'était pas terrible, c'était pas nul. Mais en fait, ça avait pas... Au niveau des décors, c'était un peu bas de gamme, un peu fade. Et je trouvais qu'il y avait un travail, mais assez bateau sur le... C'est con, parce que c'était quand même un film de Bong Joon-ho, et ça se voulait vraiment pure satire SF. Non, malheureusement, je pense que vraiment, sur ce coup-là, si on veut vraiment comparer les deux films, même s'ils n'ont rien à voir, quoique, ils ont ce côté quand même message politique, pamphlet politique sur la satire sociale et la lutte des classes, mais je vous avoue que pour moi ça fonctionne beaucoup mieux chez Edgar Wright que chez Bong Joon-ho. Je pensais pas dire ça un jour, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je repense au concept de l'émission la conceptualisation est importante dans le film, parce que ça devient une source de pamphlet politique. C'est plutôt pas mal, dans le sens où ça a une volonté propre de... que tout soit lié avec cette espèce de concept d'émission télé, comme véritable, on va dire, moteur de nos vies, dans un certain sens, du divertissement, parce qu'on vit dans un monde de pauvreté, hein, c'est un peu ça dans ce monde de Running Man, mais pour moi ça reste quand même un peu trop timide pour pouvoir avoir un point de vue véritablement intéressant.
Après, il faut aussi garder la structure du livre avec le côté urgentiste, parce que c'est, comme je vous ai dit, le livre, etc., ça a vraiment un point de vue extrêmement urgent, hein, c'est une course contre la mort. Donc, tu vois que voilà, il y a un peu plus donc oui, il y a plein de petits détails très cool. Je repense par exemple à l'émission, une espèce d'émission qu'écoute et que regarde, Ben Richards, qui est une espèce de satire de la famille Kardashian. C'est très sympa, ça critique, ça dénonce, ça se fout de la gueule, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, mais ça va pas plus loin que ça, malheureusement. Après voilà, rien de neuf sur le soleil, mais alors là, le normal, j'ai envie de vous dire, le livre a été écrit en 1982, donc il y a beaucoup de choses qui à l'époque passaient plutôt bien et étaient plutôt novateurs pour l'époque. Maintenant, c'est vrai que ça fait un peu, oui, on a déjà vu ça des tonnes et tonnes de fois, mais je vous avoue qu'il le fait bien, il y a rien de nouveau, mais il le fait bien. Après oui, peut-être que White aurait peut-être dû un peu plus moderniser le livre, parce que oui, le livre a 40 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses en 40 ans, entre 1982 et 2025, mais oui, pour en fait plus être en lien avec les codes actuels, je prends l'exemple de l'émergence des réseaux sociaux par exemple, même si on en parle d'une certaine manière, Wright en parle à travers le principe de cette émission tout le temps filmée, qui suit n'importe quelle personne, qui va suivre, où tout le monde peut filmer, tout le monde peut en fait filmer la mort, parce que les gens aiment le sang, aiment voir les gens souffrir ou entrer en danger. C'est plutôt pas mal, enfin il y a tout ce parallèle qu'on peut faire. Après c'est vrai qu'on aurait pu avoir un pamphlet un peu plus développé. Voilà, comme je vous ai dit, en fait, beaucoup de détails en fait rappellent le côté tout est surveillé, on nous filme, l'émission est truquée, etc. Et en fait tout ça montre aussi les limites un peu du scénario de Bacall et de Wright dans un certain sens. Et du coup, pour revenir au niveau de l'action, qui est pour moi la plus grosse force du film, désolé pour ceux qui ont pu être déçus, mais en toute honnêteté, elle est là. Alors par contre, elle peine un peu à commencer, je trouve que c'est un peu timide au début, mais encore une fois, c'est ultra furieux, c'est ultra jouissif, on s'emmerde jamais. Alors là aussi j'avais eu peur parce que le film dure quand même 2h13, qui est je crois la durée la plus longue de tous les films de Edgar Wright. Je crois qu'il a pas fait film plus long. 2h13, écoutez, on s'ennuie jamais, on voit pas le temps passer, c'est assez fou, parce qu'en fait c'était ça que je critiquais dans les derniers films de Wright, que ça soit Baby Driver ou Last Night in Soho, c'était un problème de rythme. Des fois en fait Last Night in Soho pour moi décollait jamais, comme j'ai pu le dire, et Baby Driver avait des moments un peu chiants de parler, et je vous avoue qu'il a un peu réglé tout ce problème. Et au niveau du rythme, là aussi il y a aucun problème de rythme, on s'ennuie jamais. Il y a peut-être une scène un petit peu longue, mais en toute honnêteté tu les vois pas venir, et c'est vraiment cool. Et en plus le film dure 2h13, donc tu te dis oula, en fait non, ça passe vraiment bien. Et je me demande si c'est pas un des films les mieux rythmés de Wright, étonnamment. Et encore une fois, on revient sur l'idée de revenir sur ses premiers amours, sur ses premiers films, quelque chose de plus simple. Alors, étonnamment, le film est plus long, mais sur quelque chose de plus fluide, de plus simple, sans avoir des tonnes et des tonnes de scènes de dialogue. Il y a aussi moins le côté musical, moins présent, parce qu'on n'est pas véritablement là pour faire on va dire une léthargie sur toutes les musiques, etc. On n'est pas sur du Baby Driver, on est moins sur du Last Night in Soho. C'est moins personnel, voilà, on va dire ça comme ça. C'est peut-être une de ses œuvres les moins personnelles, parce qu'on sent que c'est un pur film de studio, mais alors un pur bon film de studio, quoi. On peut taper sur les films gros blockbusters, mais je vous avoue que là, quand il est bien fait, et celui-ci, il est vraiment plutôt de très bonne facture. Oui, même s'il y a moins ce côté musical, en fait, comme je vous ai dit, Wright rajoute cette espèce de côté explosif, de côté très furieux, lié au personnage de Ben Richards, qui va faire le tout pour survivre pendant 30 jours, etc. Il y a cette colère et cette envie de survivre qui transpire tout le film, étonnamment. Donc, en toute honnêteté, vous n'allez pas être déçu sur le côté film, mais au niveau de l'action. D'ailleurs, je pense que c'est, en toute honnêteté, en 2025, l'un des films les plus cool, et sûrement le film avec la meilleure action possible, en tout cas dans le cinéma américain. Donc, je vous le redis encore une fois, vous n'allez pas être déçu. Parce que même si, comme je vous ai dit, l'action est peut-être moins explosive, enfin on va dire ça comme ça, et plus sage chez Wright, ça n'empêche pas que il y a toujours un travail assez fou et assez minutieux. Je reprends à une scène de bagnole qui va être assez importante, qui est, je pense, pour moi la scène la mieux travaillée en toute honnêteté, parce qu'on le voit à travers des parois de balles, etc. Là, il y a vraiment un travail sur la mise en scène et la caméra. Là, j'ai vraiment retrouvé le côté Edgar Wright, mais vraiment de ces jeunes années, quoi. Et je trouve, même parfois, la réalisation est bien meilleure que dans un Baby Driver, qui était pour moi beaucoup trop épileptique pour pas grand chose. Non, là, j'ai vraiment retrouvé le Edgar Wright que j'aimais dans ses premiers films, quoi. J'ai une grenade! Garde-la.
Et en ce qui concerne l'adaptation de King, parce que c'était aussi pour ça que je voulais voir le film, ayant adoré le bouquin, et écoutez, enfin on a une bonne adaptation du livre, car c'était car déjà c'est extrêmement fidèle. Alors là vous allez être, pour tous ceux qui ont lu le livre, enfin voilà il est là, pour ceux qui ont adoré le livre comme moi, vous allez pas être déçus, parce que je me demande si c'est pas un des livres les plus fidèles de King, quoi, vraiment, véritablement. Alors ça fait il y a à peu près 2 ans que j'ai pu lire le bouquin, je me rappelle de beaucoup de choses, surtout de sa fin bien évidemment, mais tous les personnages aussi que va rencontrer Ben Richards dans le livre est assez intéressant, et durant sa fuite, on va dire comme ça, sa course de la mort, c'est assez étonnant, et en fait tous les personnages sont là, quoi. Les 2 frères, les 2 petits frères, le mec avec ses gadgets, là aussi la nana en otage, etc. Tout est là, la scène de l'avion bien évidemment, tout est là, et le traitement du personnage de Ben Richards est vraiment intéressant. J'ai vraiment retrouvé le même personnage qui est prêt à se sacrifier pour sauver sa famille. On est vraiment comme dans le livre, on est loin du bodybuilder un peu qui fait des punchlines à la Schwarzenegger, quoi, dans celui de 1987, on n'est pas du tout sur ça. Et Glenn Powell, comme je vous ai dit, j'étais un peu inquiet de voir ce mec pour le rôle, la peur de le voir balancer des punchlines, faire le mec cool, etc. Alors absolument pas, hein. Franchement il le fait grave, je me demande si c'est pas lui qui tient tout le film sur les épaules, parce que les autres personnages, je dis pas qu'ils sont pas intéressants, mais ils sont pas très très bien développés. Lui il est super, enfin vraiment il est génial, enfin j'ai pas grand chose à dire, je fais presque mon mea culpa, parce que j'étais vraiment pas sûr, je voulais vraiment, quand j'avais vu que Eddie Howard l'avait pris, je m'étais dit bon ok super, ça m'a pas l'air d'être intéressant, je le trouvais pas vraiment super comme acteur. Non, j'étais sur le cul, il est parfait, il en impose, il a une rage de fou, t'as envie de suivre, et tu comprends pourquoi il en a marre, il a envie de tout faire péter. Non, franchement, il est super cool, et il est pas du tout sur le côté beau gosse charismatique qu'on aurait pu voir dans un Top Gun. Non, il est vraiment émouvant, il est attachant, t'as envie de le suivre, même si parfois il est obligé de faire des crasses, franchement, t'as envie de le suivre, il est très cool comme perso. Et c'est un personnage extrêmement sombre et assez nerveux aussi, faut pas l'oublier. Et c'est drôle d'ailleurs parce que la première phrase que sort Powell dans le film, c'est « Je suis pas en colère ». Alors il va justement être dans une rage folle pendant presque pendant tous les 2h13 de long métrage. Mais oui, l'acteur apporte une espèce de rage et une force, et le personnage va aussi être cynique et provocateur, c'est ça qu'on voyait dans les bandes annonces, mais pas pour rien, parce que c'est l'émission qui le pousse à l'absurde et à l'humour et à la provocation, et aussi parce qu'il y a beaucoup de moments aussi où l'émission justement va truquer, va changer complètement ce que va dire le personnage. Encore une fois, c'est la manipulation médiatique, et je trouve que c'est très bien exploité. Et en fait, c'est incroyable à quel point en fait Wright est resté extrêmement fidèle au livre original, un peu trop à certains moments, jusqu'à un certain point entre la fin du livre et celui du film. Alors là, je vais peut-être passer en partie spoiler. Alors oui, parce que je vais un peu parler de la fin du film, mais je vais aussi parler du livre, donc ceux qui n'ont pas lu et vu le film, je vais vous mettre un timecode, parce que voilà, on va rentrer en partie spoiler, car comme j'avais pu le dire sur la fin du livre, la fin du livre est très très sombre, extrêmement brutale. En fait, c'est une fin qui te marque et extrêmement désespérée. Donc je vais rentrer en partie spoiler, mais en gros, le bouquin se finit d'une certaine manière où en fait, tu sens une volonté de King de vouloir dire que on vit dans une société de merde, parce que le personnage de Ben Richards, pour ceux qui ont vu le film aussi, en fait il va mourir, hein, pas comme dans le film, il meurt en se crachant avec la scène de l'avion sur la tour de l'émission, car en fait il a plus rien à perdre, de 1 parce que sa famille a vraiment été éliminée par Dan Killian, le patron de l'émission, hein, il le fait pas croire comme dans le film. Le mec, il a les boyaux à l'air, il s'est fait complètement défoncer la gueule, donc il est à 2 doigts de crever, il a tout perdu, donc la dernière chose qu'il a envie de faire, c'est tout faire exploser et se suicider et foutre un énorme bordel et un chaos dans la ville, et il va détruire tout ce qui est pourri de l'intérieur. Donc c'est une fin assez folle, assez désespérée, et ça dit beaucoup de choses sur ce qui peut se passer dans notre monde, etc., à cause de la manipulation médiatique, etc. C'est une fin extrêmement engagée, je trouve, et extrêmement forte. Pourtant, c'est vrai qu'on critiquait beaucoup King sur ses fins de livres, et celle-ci, je pense que c'est une des meilleures qu'il ait jamais écrites. Et tu te dis, au fur et à mesure que le film avance, que White, il emprunte tous les chemins
qui mène au livre. Tout, mais vraiment, pourtant je l'ai lu il y a 2-3 ans, donc il y a beaucoup de choses que j'ai perdu du livre, mais il m'a marqué, hein, le bouquin. Et tu te dis au fur et à mesure, mais il va le faire, il va le faire véritablement. Tous les éléments, tous les personnages sont là, on a gardé les mêmes noms, etc. Tu te dis, mais plus le film avance, et tu te dis, mais il va vraiment faire comme la fin, il va avoir les couilles de faire comme la fin du livre. Et non, malheureusement, vous vous doutez bien, c'était prévisible, mais c'était impossible de faire une fin comme celle du bouquin. Mais on pensait vraiment qu'il allait le faire, mais bon, c'est bon, c'est le respecter presque quasi religieusement, mais en fait non, c'est la logique des studios. Tu peux pas faire une fin aussi sombre et aussi pessimiste et brutale aussi. C'est une fin, tu t'y attends pas quoi. Aucun studio n'aurait accepté cette fin, donc il fallait un peu la changer. Et du coup, celle proposée par Wright dans le film n'est pas mauvaise dans un certain sens, elle est beaucoup plus consensuelle, elle est pas nulle, elle est plus traditionnelle, parce qu'en fait Ben Richards a eu la chance, je sais pas comment, il a eu le mec c'est James Bond, il a réussi à sortir d'un parachute. Bon, je trouve que là aussi il y a un gros problème sur la fin où je trouve que ça se finit en eau de boudin. Je trouve qu'il y a des choses qui sont extrêmement mal écrites, et du coup en fait il devient une espèce de symbole de religion parce que sa famille n'est pas morte, elle a réussi à survivre, et lui il devient un symbole de rébellion et d'anarchie. Et en fait Dan Killian il finit avec une balle dans la tête par Ben Richards, etc. Et il détruit toute la propagande mensongère de l'émission. Bon, c'est un peu, c'est pas cliché, c'est juste venu, et il y a beaucoup aussi d'incohérences et de trucs très mal foutus au niveau du scénario. À ce moment-là, tu dis ouais, vous avez vraiment, je pense que ça aurait été mieux de garder la fin originale, parce que tu sens qu'ils se sont un peu chiés dessus en disant bon alors comment on fait pour avoir une fin cool mais qui marque, non, en fait, ils ont bien vu que ça fonctionnait pas trop. Je dis pas qu'elle est nulle, la fin, mais elle est extrêmement prévisible, et c'est dommage, parce que je pense, en toute honnêteté, si on avait eu la fin comme dans le livre original, je pense que j'aurais mis le film dans un des meilleurs films de l'année. Juste parce que je trouve que c'est extrêmement fidèle, c'est extrêmement bien réalisé, et si Wright était allé au bout de ses envies et de ses idées, ou peut-être qu'il avait pas envie de faire cette fin, ouais, je pense que je l'aurais mis dans les meilleurs films de l'année. Malheureusement, il y a beaucoup aussi d'autres choses qui fonctionnent, mais juste pour le risque, je pense que j'aurais salué vraiment l'envie de Wright de véritablement, tout simplement de suivre les pas de King et en fait marquer son message assez fort, parce que vraiment s'il avait fait ça, je crois qu'il aurait marqué beaucoup de spectateurs. En tout cas pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, mais même pour ceux qui ont lu le livre, ça aurait été génial de transposer cette fin à l'écran. Je pense qu'on aurait été sous le cul, même ceux qui ont pu lire le livre comme moi. C'est là où je me dis qu'en fait, pour moi, je pense que le film Le Prix du Danger, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais là je vais plus en parler en profondeur, j'en ai parlé au tout début. Pour moi, Le Prix du Danger, donc film d'Yves Boisset, pour l'instant, pour moi, je pense que c'est la meilleure adaptation audiovisuelle du principe du jeu télévisé survie. Pour moi, c'est bien mieux qu'un Squid Game, c'est bien mieux qu'un Running Man, même celui de 2025, même celui-ci. Pour moi, il y a bien plus de trucs, c'est lié aussi à une fin qui est extrêmement particulière. Après, je vais pas comparer Le Prix du Danger et le film Running Man de 2025 parce que déjà c'est pas les mêmes visions, les deux films ne sont pas adaptés du même livre. D'ailleurs Wright avait dit lui-même qu'il n'avait pas vu, il connaissait bien évidemment, mais il n'avait pas vu le film de Yves Boisset pour ne pas être influencé avant de commencer l'écriture du film, etc. Mais en effet, la fin du Prix du Danger est assez sordide, assez intelligemment amenée aussi. On n'est pas sur la fin, la fin, on va dire la fin dure ou la fin triste que vous pensez. Non, c'est plus malin que ça. C'est lié à l'image que tu peux renvoyer dans l'émission qui va te faire tomber au nom. D'ailleurs, justement, Wright reprend ce principe avec la notoriété de Ben Richards. C'est assez bien traité dans les deux films, mais celui du Prix du Danger est bien évidemment supérieur sur la manière de t'amener cette fin. Et peut-être parce que en France, on sait mieux conclure nos films et on a plus de subtilité que les Américains. Voilà. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais voilà, je vous le redis, j'en parle pas énormément parce que je pense que l'émission va durer 3 plombes. Mais oui, vous voyez Le Prix du Danger, je vous conseille quand même le film de Wright, mais vraiment, jetez-y un œil. Alors peut-être que le film a un peu vieilli, le film date de 1983, mais je trouve qu'il y a ce côté extrêmement plus dur en fait qu'un Running Man, parce qu'il y a ce côté réaliste qui est par la réalisation, par la vision d'Yves Boisset, qui était quand même un réalisateur extrêmement engagé. Oui, le film a un peu vieilli, mais voilà, il y a ce côté réaliste qui ressort, qui lui donne beaucoup de charme et beaucoup d'authenticité, voire même plus que le Running Man de Edgar Wright.
Les acteurs sont géniaux aussi. Michel Piccoli en présentateur, pour moi, il est exceptionnel. Il est extrêmement sadique. Et alors, il est à la fois présentateur et à la fois le patron de l'émission, donc c'est plutôt malin. Il est extrêmement manipulateur. Pour moi, il est bien mieux que Coleman Domingo, j'en parlerai après. Et Gérald Lanvin, il est aussi très cool dans le film. Enfin voilà, vraiment, c'est très très bon. Voyez ce film. Je sais que voilà, il a un peu vieilli, etc. Mais je vous le conseille. Et ensuite, vous matez Running Man, etc. Vous allez voir. C'est deux visions différentes, mais voilà, comme je vous ai dit, je vous conseille les deux. Donc voilà, ça c'est la fin du spoil. Voilà, ça a duré un peu de temps. Et justement, je parlais de Coleman Domingo, donc on parle un peu des autres acteurs du film. Concernant Josh Brolin, bon, il est sympa dans le rôle, y a pas de problème, en patron d'émission, mais bon, il fait un peu le méchant, un peu gentillet, quoi. C'est-à-dire que on aurait pu vraiment avoir un antagoniste vraiment sadique et malicieux s'il était déjà plus présent, parce qu'on le voit pas énormément dans le film, on le voit au début, et après on le voit simplement sur des panneaux de télévision, etc. Mais en fait, il fait juste plus producteur un peu bling-bling, et rien d'autre, et c'est un peu dommage. Alors je dis pas que Brolin, pour moi Josh Brolin il est vraiment très bon dedans, l'acteur est bon, mais il est pas extrêmement vicieux, tu le vois pas véritablement comme une menace ultra intelligente, etc. Le personnage n'est pas si intéressant que ça. Après les acteurs, je vous ai dit, ils sont tous vraiment très bons, mais c'est vraiment les personnages qui sont un peu sous-exploités, quoi. Et c'est vrai que la seule menace en toute honnêteté, c'est le personnage du Hunter, enfin celui qui est joué par Lee Pace, avec son espèce de tenue de soldat, de boss de jeux vidéo, on dirait. Il m'a fait penser à un perso de Metal Gear Solid, enfin je sais pas, quand tu vois sa dégaine avec le chapeau, etc., le képi et tout, enfin voilà, on dirait un perso qui vient de sortir de Metal Gear Solid, mais voilà, il est un peu considéré comme cette espèce de menace ultime, parce que c'est lui un peu le chef de ce groupe de tueurs professionnels. Il passe, mais encore une fois, bon, déjà il est un peu ridiculisé vers la fin, donc c'est un peu dommage, mais il est pas si intéressant que ça non plus, quoi. Je dis pas que l'acteur est bon, Lee Pace, mais bon, vraiment le perso n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Et Coleman Domingo, il est plutôt bon, encore une fois, j'ai rien à dire, il est vraiment très bon, mais encore une fois, pas assez représenté, pas assez présent, il est pas aussi jubilatoire qu'un Michel Piccoli que justement je parlais. Je veux dire pareil que le personnage est bien, mais il est pas jouissif, tu sens vraiment pas que c'est un mec sadique ou c'est un mec qui se fout de la gueule de présentateur télé. C'est peut-être un peu trop sage, malheureusement. C'est vraiment dommage parce que le traitement est juste mal exploité, parce que sinon je trouve que voilà, tous les acteurs sont très bons. Michael Cera, il est très sympa aussi parce qu'il est vraiment genre l'espèce de pote de Ben Richards, enfin il va pote je sais pas, mais un mec ami qui a tous les gadgets possibles et inimaginables. Il a une espèce de background aussi très cool, mais bon, encore une fois, bon, c'est vite fait, il sert pas à autant de choses que ça. Et Cathy O'Brien, alors je savais pas parce qu'en fait elle fait partie des 3 participants, parce qu'il n'est pas tout seul, il y a 3 participants de l'émission Running Man. Là aussi elle est bien, mais elle apparaît pas énormément dans le film, et elle amène pas grand chose d'intéressant, quoi. C'est juste parce que c'est l'ami de Ben Richards, quoi. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Donc, bah écoutez, je pense avoir à peu près tout dit sur cette nouvelle adaptation de ce Running Man. Enfin, une bonne adaptation, déjà, pour commencer. Enfin, le retour aussi gagnant pour Wright, hein. Je sais pas, c'est pas que j'avais été beaucoup déçu, mais c'est vrai que je me suis dit, oula, j'ai un peu peur de ce qu'il va faire. Là, il fait pas un film purement original. Là, il reprend il réadapte un bouquin, bon. Non, vraiment, je suis assez surpris, je suis assez satisfait. Alors, certains ont été déçus, bon, certains n'ont pas reconnu le style Wright, je comprends pas très bien pourquoi le film a eu des bonnes critiques. Bon, alors déjà, je vous le dis, c'est un énorme échec au box-office. Comme je vous ai dit, il a coûté 110 millions, il en a rapporté 30 millions, enfin, c'est vraiment un échec, c'est un flop. Je pourrais pas vous dire pourquoi, c'est dommage, parce que tout pouvait vraiment cartonner sur ce film, mais bon. Enfin, j'ai envie de vous dire, quand vous voyez les films qui cartonnent au box-office cette année, vous pleurez, hein. Je vous le dis, c'est vraiment que des catastrophes. Donc c'est pas étonnant, encore une fois, qu'un bon film se plante. Espérons avec Avatar que le film fonctionne. Enfin, si déjà le film est bon, mais bon, déjà, qualitativement, le film Avatar sera bon, enfin Avatar 3. Après, est-ce qu'il fonctionnera comme les 2 premiers ? Je suis moins sûr. Mais du coup, oui, ça a été un énorme échec. Je me demande si c'est pas le plus gros échec de la carrière de Wright, quoique Last Night in Soho n'avait pas fonctionné du tout aussi, je crois. Mais du coup, oui, pour moi, ça reste quand même un retour gagnant. On est loin d'un Baby Driver, etc., de Scott Pilgrim, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire. Le cinéma d'Edgar Wright évolue, tant mieux. Et oui, comme je vous ai dit, je pense que voilà, c'est le film qui mélange le mieux à la fois l'ancien et le nouveau de Wright.
Et je trouve encore une fois qu'il arrive à se remoderniser dans son cinéma, ce qui est vraiment très plaisant à suivre. Donc lié aussi à une volonté plus politique de Wright de pleinement imposer son film dans cette espèce de dimension politique anti-système, ultra cynique, qui va dénoncer la manipulation médiatique, qui va dénoncer la société qui est obsédée par le spectacle, par le divertissement, et le sang qui se transforme en fait, l'envie de mort et de sang qui va transformer cette société vers une déshumanisation, les états totalitaires, etc. Alors oui, tout ça, il fait rien, il réinvente rien, mais encore une fois, il le fait bien et d'une manière attractive, et ça c'est vraiment cool. Et comme j'ai pu vous dire, le film n'est pas parfait, ça manque de beaucoup de profondeur dans beaucoup de personnages, le scénario va pas aussi loin que dans le livre original malheureusement, et la fin finit en eau de boudin, c'est extrêmement dommage malheureusement, mais le film reste de très bonne qualité, en tout cas artistiquement c'est vraiment très bon, c'est un très bon divertissement, bien fait, bien réalisé, vraiment un film à l'ancienne, mais un très bon film à l'ancienne, qui a quand même une bonne histoire, genre tu t'attaches au personnage, l'émotion est là, les motivations de Ben Richards sont là. Et je comprends bien en fait pourquoi... Bon après attention, hein. C'est que des théories, mais je comprends bien pourquoi Glenn Powell, on peut le comparer à un nouveau Tom Cruise. Alors attention, il doit encore faire ses preuves, il a fait très peu de films encore une fois, mais dans le côté mec qui peut à la fois jouer le côté détente, mais il peut jouer aussi des rôles très sérieux. Un peu à la Bruce Willis si vous voulez. Encore une fois, je ne compare pas Glenn Powell à Bruce Willis, parce que voilà, il n'a pas fait ses preuves et je vais pas comparer tout ce qu'a pu faire Bruce Willis dans sa carrière à Glenn Powell, mais voilà, je peux comprendre cette comparaison, et c'est un mec qui peut aller assez loin, véritablement, s'il continue à se diversifier dans les rôles, dans les genres, parce que pour l'instant il a fait plusieurs films, alors qui n'étaient pas tous bons, etc. Mais je pense qu'il peut se diversifier comme ont pu faire des mecs comme de Pattinson par exemple, qui ont aussi qui a assez bien aussi pu se diversifier justement. Pattinson qui est un acteur qui est assez bon quand même dans l'ensemble, je l'ai beaucoup aimé dans Mickey 17, même si bon le film est un peu compliqué, mais un peu comme Pattinson si vous voyez, pas faire le même genre de rôle et se sortir de l'image qu'avait Pattinson. Mais voilà, bon, écoutez, moi je trouve qu'il est plutôt bon. C'est pas du tout un film d'humour ou de guignol, hein, absolument pas. C'est un pur film de nerveux. Hein. Et il réussit habilement à mélanger à la fois le cool et le dramatique, qui sont vraiment bien traités dans le film. Ce qui fait que je vous conseille véritablement d'aller voir Running Man en ce mois de novembre. Eh ouais, les mange-merdes, je suis toujours là. Décidément cette fin d'année nous réserve beaucoup de surprises quand même, hein. J'ai retrouvé que la première partie d'année, que ça soit de janvier à juin, c'était le vide total, c'était catastrophique. Tous les films étaient absolument soit nuls, soit pas très intéressants. Et depuis août, depuis septembre, il y a vraiment des trucs sympas. Voilà, il y a eu le Pitié, le Paul Thomas Anderson qui était vraiment très bon. Il y a eu tout ce qui est le Yoroha, il y a eu l'homme qui rétrécit, voilà, il y a eu le Frankenstein. Je trouve que voilà, tout le mois d'octobre était très sympa aussi. Bon, il y a eu des ratés, hein, il y a eu du Chien 51 ou du Kaamelott. Voilà, je trouve que... Mais bon, même si la deuxième partie d'année rehausse un peu... comment on pourrait dire ça ? Même si la deuxième partie d'année rehausse un peu la première partie, mais bon, pour moi ça reste quand même une année assez naze, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a plein de choses qui m'ont plu, mais aucun m'a véritablement marqué, et voilà, je ressors du film un peu... Je ressors un peu de cette année un peu abasourdi, quoi. On parlera de ça en fin d'année avec les tops et les flops, etc. Mais et comme ça me permettra aussi de revenir sur des films dont je n'ai pas parlé, parce que j'avais pas la chaîne à l'époque. Je parlerai de tout ça à la fin de l'année, etc. Voilà, donc je pense que le podcast est enfin terminé, voilà. Bon, je sais, la vidéo va être très longue, je sais, mais bon, voilà, fallait revenir sur la carrière de ce bon vieux Edgar Wright, qui ne cesse de me surprendre, hein, dans un certain sens. Encore une fois, bien joué Edgar, voilà, pour ton 8e film, je crois, ou 7e film. Donc le podcast est terminé, voilà. Qu'avez-vous pensé déjà de la vidéo, mais aussi qu'avez-vous pensé de ce Running Man 2025 pour ceux qui ont pu le voir? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez été déçu? Avez-vous lu le livre de 1982 aussi? Comme d'hab, la critique à l'écrit, je l'ai faite donc sur Sens Critique, encore une fois, je mettrai le lien pour ceux qui veulent quelque chose de plus développé. Sur TikTok, pour quelque chose de plus court,
Je mettrai le lien aussi. N'oubliez pas les abonnements, Spotify, Amazon, etc. Et moi je vous dis à très vite sur le Ciné AScast, sûrement pour la critique de Dossier 137, mais je suis pas sûr de la faire parce que je sais pas en fait si mon cinéma va diffuser le film, donc ça va être un peu compliqué. Et si c'est pas possible, bien évidemment, je crois que la prochaine critique sera pour Avatar 3, Fire and Ash, ou de feu et de cendre en version française. Oula, va y avoir beaucoup de choses à dire. Je pense que ça sera la vidéo la plus longue que je ferai, parce qu'il faut. Alors, je reviendrai pas sur toute la carrière de Cameron, ça n'a aucun intérêt, mais revenir déjà sur les 2 premiers films, ça serait déjà pas mal. J'espère que cet Avatar va relever le niveau de ce cinéma un peu blockbuster de 2025, vraiment j'ai trouvé assez naze. J'espère que le film va tenir ses promesses, j'espère que ça sera pas une répétition du deuxième. Donc voilà, c'est... Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je ferai une longue vidéo, c'est pas simplement un j'aime ou j'aime pas d'Avatar, c'est un peu plus complexe que ça. Donc écoutez, merci pour votre écoute, et moi je vous dis à très bientôt sur le Ciné AScast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.